Alors ici, c'est souvent ce qui se passe avec le Combine, c'est qu'on a toujours, chaque année, des gagnants et des perdants. J'en parlais un peu plus tôt. Donc globalement, ça c'est le nom. Et c'est marrant que DAZN, le site de DAZN, évidemment je cite mes sources, le but n'est pas de dire que j'ai créé, je ne vole rien à personne, j'utilise ça comme support pour discuter avec vous. Le grand gagnant, c'est lui. Et lui, il fait partie, donc Sonny Styles, qui est le linebacker de Ohio State, énorme programme. Et le linebacker, c'est un peu, on peut appeler ça un peu comme le cerveau de la défense. En général, il colle les shots. Mais ça fait très plaisir en tout cas Top Hat d'avoir participé. C'est la première fois que j'en échange comme ça en direct, donc ça fait super plaisir. Merci beaucoup, je suis honoré. Passe une très bonne soirée, c'est vrai qu'il est tard, tout le monde a des choses à faire. À bientôt, merci beaucoup. Donc quand on arrive à ces gros gagnants, Sonny Style, c'est vraiment le nom, en faisant mes recherches, en écoutant un peu les différentes personnes que je suis et que j'écoute, c'est le nom qui est sorti. C'est le linebacker, je dis, c'est un peu le cerveau de c'est lui qui colle, c'est souvent celui qui est en deuxième ligne, donc on a vraiment la ligne défensive où les mecs, il y a évidemment des cerveaux là-dedans et des mecs qui collent les shots. Il y en a partout. Mais eux, ils sont un peu derrière, ils ont une vision panoramique. Donc, ils voient exactement où les receveurs sont placés, ils voient où les tight ends sont placés, ils voient les motions. Donc, c'est eux en général qui font ça. Et ça, c'est donc en gros une position en défense qui est très, très, très recherchée. Lui, il a été incroyable, Sonny Styles. Et je le connaissais uniquement pourquoi. Parce que Dallas a deux choix du premier round. C'est une équipe que j'aime beaucoup, Dallas. Donc je dois un tout petit peu faire une parenthèse pour en parler. J'adore Dallas. Et cette année, euh, ils ont deux choix du premier round parce qu'ils ont drafté Micah Parsons l'an dernier aux Packers. Et il est attendu que les Cowboys sélectionnent deux joueurs défensifs dans leurs deux premiers choix de draft. Il n'y a quasi aucun doute parce que l'an dernier, le côté offensif était très bon, avec un très bon Dak Prescott. Malheureusement, pas assez de victoires pour vraiment parler d'un succès, mais Dak Prescott, pour moi, a été excellent. Et les joueurs autour de lui, on va parler de George Pickens, qui était une énorme surprise, qui a été un peu tradé à l'arabais par les Steelers. On a évidemment CeeDee Lamb qui est excellent chaque année. Et on a le retour surtout du running back de Javonte Williams, l'ancien de Denver, qui a pris une blessure au genou, avait vraiment une grosse perte de production, mais qui a récupéré cette production à Dallas. Donc le côté offensif à Dallas est plutôt cool. On a des joueurs sous contrat. On a George Pickens qui vient de signer le franchise tag. Rapidement, le franchise tag, c'est ce que les joueurs peuvent, c'est ce que les équipes peuvent entre guillemets affliger aux joueurs, où on leur paye une année de contrat sans leur donner un contrat à long terme. C'est un contrat, le franchise tag est pour un an. Vous êtes payé, vous avez l'obligation de payer le joueur en fonction de la valeur. Donc je pense que Pickens va prendre quelque chose comme la modique somme de 28 millions de dollars sur l'année. Mais ce qui dérange les joueurs, c'est que l'argent n'est pas garanti sur le long terme. C'est un peu une barbarie les contrats NFL. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion aussi de faire un épisode là-dessus et d'en parler avec vous. Donc George Pickens, il est là. CeeDee Lamb, pardon, est là. Javonte Williams est là. Dak Prescott est là. L'offensive line est quand même plutôt bonne. Je pense que l'an prochain elle sera même excellente. Donc on a de quoi faire. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que Sonny Styles, j'avais entendu parler de lui à Ohio State et je l'ai trouvé excellent sur les matchs de bowl avec Ohio State. J'avais vu des images et je m'étais dit, tiens, est-ce qu'avec le 12e pick, on pourrait aller chercher ce gars-là avec Dallas? Ouais, il n'y a aucune chance. Non, non, là, il n'y a plus aucune chance. Non, non. Je pense qu'avant le combine, c'était peut-être possible, même si c'était très optimiste. C'était vraiment dans le meilleur cas, ou dans le cas où il y a des surprises, où il y a des gens qui montent dans la draft pour aller chercher d'autres joueurs. Non. Malheureusement pour les Dallas Cowboys et leurs fans, non. Il n'y aura pas. Je pense pas qu'il sort du top 10. C'est simple, et encore, quand je dis top 10, j'essaye d'être vraiment, vraiment conservateur. De pas trop en faire, de pas trop me tracasser, parce que c'est. Je pense même pas qu'il va aller à 10, mais je pense pas qu'il sort du top 10, donc on peut oublier cette histoire. C'est pour ça que j'avais entendu parler de lui, et lui par contre, il a été incroyable. Bah, d'ailleurs, quand on lit ce que Dazo nous met ici, c'est assez incroyable. Regarde un peu, donc globalement. Sonny Styles a marqué l'histoire. Il est devenu le premier joueur depuis 2003, donc 23 ans, comme quelques années, à courir le 40 yards en moins de 4,5 pour un joueur de 104 kilos. Hein. Donc le gars fait 104 kilos, c'est un monstre athlétique. Et il a réussi à courir les 40 yards en moins de 4,5 secondes. C'est ridicule, juste pour votre info. Ça, c'est ridicule. C'est ce que j'appelle les freaks. Je les appelle pas uniquement moi, mais c'est un terme qui est fortement utilisé dans les sports américains. C'est un freak. C'est juste que quelqu'un qui est né avec des gènes différents des vôtres et des miennes. Des miens, pardon. Peut-être que vous aussi, donc je ne sais pas, mais pour le commun des mortels, c'est des freaks, ça. C'est 104 kilos qui vont à moins de 4,5 secondes sur 40 yards. Ouais. C'est pas un mec contre qui vous avez envie de jouer. Ça, c'est certain, parce que quand il vous court après, il y a de fortes chances qu'il vous rattrape et il fait 104 kilos. Donc il y a de fortes chances qu'il vous amène au sol aussi. Et donc il a dépassé 40 pouces en détente verticale et 11 pieds au saut en longueur.
Alors évidemment, sur les mesures américaines, je sais pas pourquoi ils les ont pas traduits vu qu'ils les écrivent en français, mais peu importe. Oui, plus de 104 kilos. Donc il était projeté dans le top 15, donc c'est ce que je vous disais avant le combine, on parlait de top 15, donc je m'étais dit où est-ce que Dallas pourrait aller le chercher? Parce que je pense que ce gars-là aurait changé la face de la défense de Dallas et j'aurais vraiment adoré. Mais non, 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 là il y a. Voilà, je vous dis, il peut y avoir des grands gagnants comme ça. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ça ne garantit pas que Sonny Styles sera un super linebacker dans la ligue, mais ça donne en tout cas pas mal d'éléments. Et les éléments, il est allé les chercher par le mérite. Il s'est présenté en shape incroyable. Est-ce que je peux vous montrer une photo de lui pour que vous voyez le bébé? Parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Là, j'ai tapé style comme ça. Voilà, c'est c'est pour vous donner une idée du bébé. Quoi. Ça rigole pas, vraiment. C'est. Imaginez une babette comme ça, c'est quoi? Il mesure combien? Pas en image évidemment, mais ouais, 1m96. 1m96 pour 104 kilos. Alors c'est pas le meilleur pote du BMI, hein, le fameux, le SA BMI, c'est pas un pote du BMI. Mais par contre, je vous assure que 21 ans, 1m96, 104 kilos, après on le liste ici à 111 kilos. Ça honnêtement, ça m'étonnerait. À part, peut-être qu'il était plus lourd en saison. Mais les photos que j'ai vues et les rapports que j'ai lus, on parlait plutôt de 105, 106 kilos. Entre 104 et 106 kilos. Mais j'ai pas regardé les mensurations exactes de la combine. Mais je suppose que si Dazone si Dazone le met, c'est qu'on était à. Oui, il est entre 104 et 104 et 105 kilos pour 1m96. Et ça court le 40 yards à moins de 4,5. Donc évidemment, quand on a des performances pareilles, on peut largement augmenter le stock de draft. On peut largement augmenter la position à laquelle on sera drafté. Ça, il y a strictement aucun doute. Donc lui, c'est vraiment, je vous assure, c'est le nom que j'ai le plus vu et que j'ai le plus entendu. Donc lui, quand on va couvrir la draft, je me réjouis d'en parler et c'est absolument un joueur que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt pendant l'année. Kenyon Sadiq, donc ça c'est un tight end de Oregon, encore une grosse fac. 4,39 sur 40 yards, meilleur chrono à son poste depuis 23 ans. Donc ça veut dire que c'est un tight end le tight end globalement, c'est un hybride. On va dire qu'il est à la fois receveur et il est aussi là pour bloquer. C'est-à-dire que quand il y a les rushers défensifs qui arrivent, le tight end a aussi la mission, dans certains cas, de bloquer. Et il y a d'ailleurs des schémas qui sont mis en place. On l'a vu sur le touchdown d'AJ Barner sur l'analyse du Super Bowl, si ça vous intéresse, lorsque AJ Barner score son touchdown. Il fait mine, il fait vraiment. Il donne l'impression de vouloir bloquer, et au moment où il lâche le joueur et qu'il commence à courir, c'est trop tard. Il y a des schémas, il y a énormément de choses à faire autour de ça. Mais en général, les tight ends, ils sont connus pour le bloc, mais plus on avance dans la NFL et dans l'évolution du jeu, plus les tight ends sont des receveurs. On peut parler du plus connu parce qu'il est devenu un peu plus, comment dire, média mainstream parce qu'il s'est fiancé ou déjà marié à Taylor Swift. Enfin, peu importe, moi je m'en fous de tout ça. Je l'ai appris par hasard, c'est vraiment le côté gala qui m'intéresse pas, mais lui, Travis Kelce, il est connu pourquoi? Parce qu'il avait des statistiques de receveur au poste de tight end. C'était du jamais vu, c'était incroyable. Et on a, pour ceux qui regardent un peu les médias américains, il y a Shannon Sharp, qui est globalement. Il est reconnu comme étant le pionnier. Donc il est connu comme le gars qui a passé le tight end du bloc à la réception. D'ailleurs, quand il a tiré sa révérence en NFL, il avait tous les records à la réception pour les tight ends. Voilà, donc c'est pour vous dire quand même, le bonhomme, c'est 3 Super Bowls. Il a une chaîne YouTube avec Chad Ochocinco qui s'appelle Nightcap sur YouTube. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, encore une fois, parce que je ne sais pas si les sous-titres français sont bons, mais vous pourrez toujours y jeter un oeil. Il faut un contenu incroyable. C'est 2 anciens joueurs qui parlent. Et c'est d'ailleurs un format qui m'en plairait beaucoup. Un peu un format comme aujourd'hui, où au lieu d'être tout seul et de parler notamment avec notre ami Topator, qui est absolument incroyable et qui m'a permis de dialoguer un peu, c'est d'avoir quelqu'un avec qui parler en direct. Ce schéma-là me plaît beaucoup. Et j'espère sincèrement que dans le futur, c'est quelque chose qui pourra arriver, de trouver quelqu'un comme moi qui est mordu et qui trouve pas beaucoup de monde avec qui en discuter. Et on pourrait opposer nos idées, discuter, avoir certains schémas et se donner nos opinions et apprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Mais en tout cas, Nightcap, je vous le conseille, c'est incroyable. J'apprends énormément de choses. C'est vraiment une chaîne que je suis beaucoup. C'est du très bon travail. Et Shannon Sharp est le premier qui est vraiment connu pour les tight ends de passer du bloc à la passe, à la réception globalement. Donc ici, je vous cache pas que quand vous voyez qu'il fait 4,39 sur 40 yards, il va évidemment bloquer. Mais ça va être minime. Il va courir et il va catch des balles. Il va catch des balles, il n'y a aucun doute. Donc on a 43,5% de ouais, donc et 26 répétitions à plus de 100 kg développé couché. Ouais, les gars, c'est des surhumains ça pour moi, c'est ridicule. Ah, il était déjà con, ouais, bon voilà. Il était déjà considéré comme le meilleur tight end. Donc globalement, s'il y a une équipe qui a vraiment besoin de tight end, c'était déjà lui qui allait être sélectionné.
Après, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent. Il y a peut-être une équipe qui pourrait faire une folie en se disant je sais qu'on a plus besoin en DB ou en offensive line, mais on va quand même prendre le risque de le sélectionner parce qu'on peut pas passer à côté. Vous savez, c'est can't miss. Can't miss prospect, can't miss target. C'est vraiment les gars où on se dit bon, je sais qu'on n'a pas spécialement besoin de ça, c'est pas notre plus grand need, mais on va quand même le prendre parce que c'est génération. C'est un mec qui va changer une génération. C'est un mec qui va être incroyable, qui va marquer l'histoire de la ligue. Et en général, on ne veut pas passer à côté de ces gars-là. Alors, Kenyon Sadik, je ne sais pas si. J'ai pas assez regardé. J'ai déjà vu son nom, mais j'ai pas vu assez pour savoir si lui pourra changer la face d'une franchise. Mais honnêtement, je le souhaite, comme je le souhaite à tous les joueurs draftés, parce que, petit rappel, ils font ce que je n'ai pas été capable de faire, c'est-à-dire devenir pro dans un sport. Et j'ai juste fait le choix de ne pas être aigre et plutôt de les admirer parce que j'adore la grandeur dans le sport. Et j'espère pouvoir vous faire passer ça. Faire passer cet amour de la grandeur, cette passion pour la grandeur dans le sport. Donc je vais suivre ces gars-là et je vais me réjouir de leur succès. Je vais absolument pas. J'en ai rien à secouer de me dire, oh tiens, il aurait. Non, non, c'est pas. Non. Je ne suis pas aigre, je ne suis pas envieux. Ou alors envieux dans le sens ça dépend de la connotation qu'on donne, mais pour moi, envieux, c'est négatif, donc je ne suis pas envieux. Ça, j'aurais évidemment souhaité, quand je vois ce qu'ils ont, j'aurais souhaité avoir, mais j'ai pas été assez bon, j'ai pas eu la. Soit je pense que j'avais pas spécialement le talent, pas spécialement la discipline, pas spécialement le cerveau à la bonne place à ce moment-là, et j'ai pas pu le faire. Donc, j'admire les mecs qui sont capables de faire au plus haut niveau ce que moi je n'ai pas été capable de faire. C'est vraiment, c'est ce qui m'a rendu si fan des sports, autant individuel que d'équipe. C'est ce qui m'a donné envie de me plonger là-dedans et de devenir euh, capable d'en discuter, capable d'avoir des vrais arguments, de comprendre de mieux en mieux cette manière de comprendre les choses. Et Kenyon Sadik, je vais le suivre, je vais jeter un oeil et j'espère que lors de futurs épisodes, on aura l'occasion d'en parler. Alors, Jeremiah Love, lui, il a été incroyable en saison régulière à Notre Dame. Donc ça, je sais que lui, il était déjà considéré comme un excellent running back, mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, marrant. Vous voyez, ça, c'est un peu ce que je vous disais pour les hauts pics tout à l'heure. Ça me fait marrer. Ça, c'est arrivé. Je vous assure, je n'avais pas lu l'article avant. Je l'avais pull up pour avoir, encore une fois, un petit support pour en discuter avec vous. Mais Love n'a pas été le running back le plus explosif au test. Ce titre revient à Mike Washington Jr. Mais il a brillé lors des exercices techniques sur le terrain. Exercices techniques, donc en gros, pour les running backs, sûrement, courir en slalom, éviter les obstacles, changer de direction. C'est tout ce qui intéresse pour les running backs. Il y a aussi la lecture du jeu. Je sais que ça, c'est souvent aux entretiens où on leur dit tiens, tu as tel type de défense, tel schéma, par où vas-tu courir, pourquoi si le joueur décale là-bas, où vas-tu aller. Parce que globalement, comme je l'expliquais lors de l'analyse, dans ma vidéo d'analyse du Super Bowl, c'est un jeu de phase arrêtée. C'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire que le placement d'un joueur offensif change la manière avec laquelle la défense va jouer. C'est à ce point-là. Donc, quand vous avez un joueur comme ça et que vous voulez savoir s'il est bon physiquement, vous voulez aussi savoir s'il est bon mentalement. Est-ce qu'il va être capable d'étudier les schémas et est-ce qu'il va être capable de réagir en une fraction de seconde. C'est-à-dire, je me rends compte que les linebackers est là, j'ai l'impression que le linebacker va dévier sur le tight end et que celui-là va rentrer dans le jeu. Et on les met dans des situations comme ça, c'est incroyable à voir ça. Il y a vraiment ça sur les chaînes YouTube de certaines équipes, souvent post-draft. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en montrer une, si on m'embête pas encore une fois avec les droits, de vous montrer simplement une franchise qui met le backstage, où on voit le moment où la franchise pose des questions et vraiment des choses très intéressantes. Vous voyez par exemple un running back, on va prendre l'exemple ici parce que c'est Jeremiah Love, où on lui dit bon, on a une formation en cover zero où en gros on joue la zone, on joue pas l'homme. Si je dis pas de bêtises, il faudra me corriger si je dis une bêtise parce que des fois sur le terrain, je suis pas parfaitement certain. Donc s'il y a des fans de NFL ou des joueurs de football américain, ça me plairait aussi de pouvoir discuter avec des vrais joueurs parce que les mecs de NFL vont pas venir discuter avec moi, ça c'est clair et net. Mais je sais qu'il y a quand même des équipes ici en Europe, ici en Belgique précisément, j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quelques-unes de noms. S'il y a un mec qui a envie de venir discuter et de m'apprendre des choses, les gars, je suis ultra preneur, ce serait absolument incroyable. Comme je le disais lors de ma première vidéo, si vous apprenez quelque chose, j'ai gagné. Si j'apprends quelque chose, j'ai gagné. Moi, je peux que gagner ici, je suis cool. Je suis vraiment dans une démarche, c'est un plan win-win, mais en vrai. Pas le plan win-win qu'on vous présente et au final, il y a deux perdants. C'est un vrai win-win. Si vous apprenez un truc, je gagne. Si j'apprends un truc, je gagne. Donc, on va lui dire si l'équipe joue en zone en face. Donc, il y a pas vraiment de. On ne joue pas l'homme dans l'homme en tant que tel, on joue la zone. Si on joue la zone et que le linebacker est là, si le placement. Et on les met vraiment en situation, et vous voyez les joueurs, pour les élites, leurs réponses sont incroyables. C'est ah d'accord, ben, j'aurais tendance à aller derrière le left guard, et puis après. Et c'est magnifique de voir ça. Donc, les exercices techniques, ils ont été répétés 46 fois. Donc, évidemment, les meilleurs joueurs, ceux qui ont les bonnes capacités physiques, avec leur coaching staff ou avec leur entourage, ces fameux exercices techniques, ils les ont répétés 45 fois. C'est pas, ils ont pas découvert l'exercice sur le terrain en se disant ah d'accord, je dois. Non.
Non, non, ils savaient très bien ce qu'il y avait à faire, ils l'ont répété des dizaines de fois, et quand ils arrivent là, ils étaient prêts. Donc évidemment, il a été excellent. Mais par contre, c'est la suite qui m'intéresse. C'est quand il dit avec plus de 3 milliards cumulés et 40 touchdowns sur les 2 dernières saisons universitaires, il est consolide. Ça, c'est les tapes et c'est les stats. C'est rien d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait pendant. Donc en gros, même si Mike Washington Jr. a été excellent pendant le combine, la question sera. Il faudrait que je revienne là-dessus. J'espère que je vais y penser. Je vais prendre la note une fois que j'aurai fini, fini. Je vais essayer de regarder un peu qui va être drafté premier entre Mike Washington Jr. Et Jeremiah Love, justement, pour voir si on peut se dire est-ce que le fait que Mike Washington Jr. a été excellent au combine a permis de passer devant Jeremiah Love. Si je dois deviner maintenant, je dis non. Mais j'ai eu tellement de fois tort avec ce sport que je vais rester humble. Je pense que non, mais on peut être surpris. Spencer Fano, c'est offensive line. Donc ça, c'est l'offensive line, c'est la ligne offensive qui protège le quarterback, globalement. 4,91 sur 40 yards. Attendez, je rigole parce qu'il faut aller voir ça 2 secondes. Ok, donc il fait 1m83 pour offensive line. J'avoue que c'est. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça mesure 1m83 pour une offensive line. J'allais dire, on me propre à fou. Regardez ça ici, les gars. Donc on a un mec, on parle d'un mec, d'accord, qui est à 1m96 pour 141 kg. Alors, même si on n'est pas parfaitement ok, on va se dire qu'il est entre 130 et 140 kg. Je pense qu'il est clairement là-dedans. Il suffit de voir la photo du bébé, c'est. Vous voyez, je veux dire, ça déconne pas. C'est des beaux bébés, c'est lourd, c'est grand, c'est épais, c'est large, c'est tout ce que vous voulez. Donc ça fait un poids énorme. Et est-ce que vous vous rendez compte que le gars a couru le combine en moins. Il a couru le 40 yards en moins de 5 secondes. Si ça, c'est pas un fric, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, à un poids pareil, à plus de 130 kilos. Meilleur test d'agilité de son groupe, score athlétique global très élevé. Ah ouais, je veux bien le croire. Poste de garde ou center. Donc le center, c'est celui qui est vraiment au milieu, qui a la balle en main et qui va la lâcher, qui va la lancer au quarterback. Et le guard, c'est celui qui est juste à côté. Après, on s'écarte vers les tackles, le left, le right, en fonction du quarterback. Mais vu que la majorité des quarterbacks sont droitiers, le left tackle, c'est celui qui, en général, a on va dire le poste le plus important, celui qui est le plus rémunéré. En général, c'est comme ça que ça se passe en NFL. Plus le groupe a haut salaire, et plus la valeur est grande. Quarterback numéro 1, je sais pas, enfin, vous voyez l'idée. Plus les postes aident à gagner, plus les postes ont de l'impact sur le jeu, et plus ils gagnent de l'argent. C'est comme ça. Donc, malheureusement pour notre ami Spencer Fano, il joue une des places qui gagne le moins. Malheureusement, garde ou center, on peut quand même gagner sa vie si on est élite. Mais il n'y a vraiment que l'élite qui peut gagner ça. Même les très bons vont gagner leur vie, mais quand même considérablement moins que d'autres positions, notamment les tackles. Mais imaginez, 4,91 sur 40 yards. Alors encore une fois, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'un offensive lineman irait courir 40 yards? Alors déjà, c'est possible. Lorsqu'il y a un run design, ils peuvent suivre parfois. J'essaierai d'avoir des images pour vous montrer ça, mais vous avez des actions vraiment où soit le quarterback a un jeu à la course, soit le running back a un jeu à la course, et vous avez parfois les offensive linemen qui les accompagnent pendant 20-30 yards, je blague pas, ça arrive encore bien, où ils poussent en gros, ou pour permettre à leurs joueurs, ils courent, et évidemment quand vous avez un mec de 140 kg qui peut courir les 40 yards à 4,91, quand vous êtes dans sa ligne, vous tombez. C'est globalement ça. Vous tombez, vous ne pouvez pas toucher le joueur qui a la balle et vous ne pouvez pas créer votre action défensive. Donc, test d'agilité, évidemment, c'est ça qu'on veut. Il doit être capable. Lorsqu'il commence, il a son defensive lineman en face de lui. Il est en général bas sur ses appuis. Il doit se relever rapidement, se battre avec les mains, être rapide, changer de direction. Ça, ce sont évidemment des qualités incroyables. Donc lui, peut-être que quelqu'un comme lui pourrait, imaginons s'il était projeté au milieu du 3e round, il ne serait pas impossible de le voir au 2e. C'est pas impossible. Ça, c'est le genre d'histoire qui arrive au combine. Ça peut clairement aider des joueurs à augmenter leur valeur à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment très chouette. Dion Burks, à Oklahoma, je l'ai vu aussi, il a impressionné malgré son gabarit plus léger. Ouais, ça va recevoir, hein, c'est directement autre chose, ça. Ouais, 4-3 à 40 yards. Donc ça veut dire que c'est lightning speed. Ça, les gars, c'est. Vous voyez pas passer, lui. Hein. Lui, globalement, il faut l'attraper au physique. S'il passe derrière, c'est au revoir. C'est 4-30 ou 40 yards. C'est pas le plus rapide de l'histoire. Hein. Je pense qu'il y a du 4-2-2. C'est ridicule. 42,52 et 26.
soit le plus performant dans plusieurs catégories, a renforcé son statut de choix important au deuxième tour. Vous voyez, donc en gros, on savait déjà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure globalement, c'est que on savait déjà que ce gars-là pourrait être au deuxième ou troisième tour. C'était déjà au choix. Alors, il peut évidemment augmenter sa cote, donc il peut un peu monter de quelques places, peut-être même d'un round. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais on savait déjà dans les faits. C'est pas comme si on vous disait il était projeté au 6ème round, il a fait un bon combine, donc il va être au premier. Je suis navré, ça j'y crois pas réellement. Je ne pense pas que le combine ait ce type d'impact. Mais par contre, ça peut changer des trajectoires. On parlait de Jalen Hurts tout à l'heure avec Topator, on parle. Incroyable. C'est magnifique. On a ça. On a ce genre d'histoire. Et ça me fait toujours plaisir de voir ça. Des gars qui peut-être n'étaient pas dans la meilleure fac parce que c'était plutôt des late bloomers, donc des mecs qui sont devenus bons plus tard, qui n'ont pas été bons dès le départ, donc qui ont peut-être un peu volé en dessous des radars, mais qui du jour au lendemain, par force de persévérance et de travail, qui deviennent excellents. Vous voyez, c'est pas parce qu'il n'était pas bon il y a 2 ans qu'il n'est pas bon maintenant. Ça, c'est encore une fois une valeur qui n'a pas de valeur dans le football. N'a pas de valeur dans le football, n'a pas, à mon sens, n'a limite pas de valeur dans le sport. Un joueur peut être totalement différent en 2 ans. Surtout à ces âges-là, on parle quand même de gars qui sont en post-adolescence, début d'adulte. On n'est pas fini, le corps n'est pas fini, le mental n'est pas fini, donc on peut vraiment être une personne tout à fait différente. Donc on a des histoires comme ça où des joueurs sont peut-être passés un peu en dessous des radars, même si c'est de plus en plus complexe à l'heure actuelle. Mais ça existe encore. Des mecs qui ne se font pas spécialement remarquer, puis tu les vois au combine et tu te dis attends, donc il y a comme des stats ou pas. Et en plus, il est capable de faire ça. Bah, au lieu d'être milieu du troisième tour, on sera peut-être deuxième. Après, évidemment, ceux qui volent en dessous des radars sont rarement considérés pour le deuxième tour. Je vous dis ici juste pour mettre en contexte que oui. Donc il a renforcé son choix d'apportant au deuxième tour, donc peut-être qu'au lieu d'être drafté 27ème du deuxième tour, il sera peut-être 10ème. Peut-être avec un projet mieux ou moins bien pour lui, on peut pas le deviner ça, mais il sera drafté. Il est possible qu'il soit drafté plus haut. Et ça, c'est plutôt chouette. Harvell Reese, ouais, oui, ça, c'est encore une fois, c'est ridicule. Edge linebacker. Donc, si je dis pas de bêtises, entre Harvell Reese et Sonny Styles, duquel je vous parlais tout à l'heure, c'est les deux linebackers qui vont être. C'est les deux, ils vont être les deux premiers. Avant le combine, Harvell Reese était considéré comme le numéro 1. Maintenant, il y a un doute. Il y a un doute avec Sonny Styles. D'après ce que j'ai entendu, d'après les pundits, d'après les analyses de combine, il y a un doute. On ne sait pas exactement qui va être sélectionné en premier entre ces deux-là. Donc, mais encore une fois, regardez ça, 109 kg, 4,46 à 40 yards. Ridicule. 1,58 sur les 10 premiers rounds, sur les 2 premiers yards. Ouais, bon. Après, encore une fois, Ohio State. Hein. En plus, les mecs ont joué ensemble, vous voyez. Vous voyez pourquoi ça devait être un peu compliqué de jouer Ohio State. Hein. Les deux linebackers, c'est des freaks. C'est bon, on va pas aller plus loin, c'est ridicule. Donc lui, il va être... Ici, il parle de 3 premiers les 3 premiers choix de draft. Donc là, d'après Dazon, il irait devant Sonny Styles. Honnêtement, je suis pas formel, mais on pourrait voir ça. Pourquoi pas? Ce serait intéressant. Et les linebackers draftés si haut, je me réjouis de voir. Mais c'est qu'il il est aussi considéré comme edge, donc lui, il pourrait jouer aussi dans la ligne. Il pourrait jouer aussi dans la ligne offensive. Dans la ligne défensive, pardon. Alors que j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que. Pardon. Que Styles, il va vraiment jouer dans le cœur du jeu. Je me trompe peut-être, hein, n'hésitez pas à me contredire si la foi n'est pas parfaite, mais il me semble que Styles va plutôt jouer dans le cœur du jeu et être plutôt le cerveau de la défense derrière, alors qu'évidemment, Reese, je pense qu'il peut un peu faire les deux, mais j'ai la nette sensation qu'il va plutôt être utilisé comme un Micah Parsons, pour ceux qui voient l'idée, qui était aussi listé comme un linebacker, mais depuis qu'il est en NFL, on peut pas vraiment dire qu'il joue en linebacker. Un peu à Dallas, mais ça a été fortement décrié, et globalement, on veut qu'il soit dans les tranchées, parce que c'est là qu'ils font le plus de dégâts en général, et c'est ce que vous voulez. Ça va empêcher le quarterback de développer son jeu. On va pas se mentir, si on peut avoir le edge, on va le placer en edge, c'est la sensation que j'ai. On pourra encore le suivre l'année prochaine et voir si c'est réel ou pas. Alors, on vous donne quelques exemples. Et là, évidemment, c'est le côté moins amusant du combine. C'est les déceptions, c'est les gens qui, au lieu d'augmenter leur cote, l'ont baissé. Donc ça, c'est toujours un peu décevant. Moi, j'aime pas voir ça, évidemment. C'est mon côté bisounours, c'est des mecs que j'ai envie de les voir réussir. Donc, mais la NFL est un monde impitoyable. On veut les meilleurs joueurs pour les meilleures franchises. Et c'est tout à fait compréhensible. On parle d'un business qui brasse des milliards. Donc, la pression est énorme et on veut ce qu'il y a de mieux. Il y a parfois des joueurs qui vont descendre parce que soit ils auront fait un mauvais choix, je vous dis, s'ils n'arrivent pas en forme, ou s'ils prennent un peu la chose à la légère, ou s'ils ne montrent pas justement leur compétitivité, qui se laissent un peu écraser par la compétition, c'est des choses qu'on n'aime pas voir et qui peuvent baisser une cote, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'auront pas une carrière incroyable en NFL.
l'endroit où on est drafté a clairement un impact, mais vous voyez chaque année des mecs qui sont draftés bas et qui font des carrières incroyables et qui vont même beaucoup plus loin que ce qui était attendu. Donc, je n'aime pas les règles générales, il y a des possibilités, mais c'est vrai que les équipes et les franchises doivent bien se baser sur quelque chose. Ils doivent quand même bien prendre quelque chose en compte pour faire leur choix. On sait qu'il n'y a pas de garantie, même s'il y a des joueurs qui donnent cette impression, on va prendre le risque. C'est un risque de choisir quelqu'un. Choisir, c'est renoncer. C'est ça. Donc l'équipe qui va choisir entre Harvell Reese et Sonny Styles, si l'autre explose après, on va se dire ah, j'aurais dû faire l'autre choix. Mais ça, c'est impossible. On ne peut pas savoir comment les joueurs vont évoluer, autant mentalement que physiquement, et comment ils vont réagir surtout à la pression de la grande ligue. Parce que jouer en foot universitaire, où vous êtes globalement un freak par rapport à parfois des jeunes hommes, ben oui, évidemment, vous allez rouler dessus. Vous avez une équipe qui est meilleure, vous jouez contre des joueurs qui. Il n'y a, a pas la moitié, il n'y a pas le tiers qui ira en NFL. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas le tiers de tous les joueurs qui sont représentés qui iront en NFL. Donc vous jouez contre des mecs qui sont beaucoup moins forts que vous. Donc évidemment, vous avez des stats qui sont parfois un peu gonflés, vous avez des choses qui sont vraiment explosées. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Jalen Hurts, en parlant avec Topater, c'est il faut bien comprendre que quand vous avez une équipe qui est incroyable, qui est bien coachée, que vos receveurs, c'est des dragstars, et que vous jouez contre des DB qui sont peut-être des joueurs, qui sont déjà des bons joueurs, mais des joueurs moyens, on va dire, évidemment que tu vas avoir la cool. Tu lances des balles un petit peu trop à gauche, ils vont quand même l'attraper. Tu lances un peu trop loin, ils vont l'attraper. Tu lances pas assez loin, ils vont l'attraper. C'est ça que je veux dire, c'est un gage de sûreté. Donc il y a même parfois certaines équipes, j'ai entendu certains exécutifs dire ben oui, mais il joue avec les meilleurs, donc on ne sait pas si c'est. Est-ce que c'est lui qui a rendu les autres meilleurs ou le contraire? Vous voyez, il y a toujours cette question-là qui se pose. De dire, tiens, est-ce que l'environnement a rendu le joueur meilleur ou est-ce que le joueur a profité de l'environnement pour être meilleur? Oui, c'est toujours ça. Est-ce qu'il était bon et il était encore meilleur dans l'environnement ou est-ce qu'il était excellent et il a rendu l'environnement meilleur? C'est toujours, ce sont des questions incroyables, ce sont des questions inlassables. Vous les aurez chaque année. Chaque année, parce ils veulent absolument sélectionner ce qu'il y a de mieux, les meilleurs joueurs, et il y a toujours. Il y a les success stories, mais il y a aussi les échecs. Voilà, on s'en rend compte chaque année. Et les équipes ne veulent pas être le dindon de la farce. Donc ils vont prendre ça énormément. Donc on va un peu lire ça, on va peut-être pas tous les faire, c'est juste pour vous donner une idée. On a Malachi Fields, qui est Notre Dame aussi, 1m93, 99 kg. Encore une fois, c'est pas un ami du BMI, mais je vous assure qu'il est en pleine forme. Fields était attendu comme une cible dominante sur les ballons contestés. Ok, donc ça, c'est les contested receivers. C'est les mecs qui sont tellement imposants physiquement. Bah oui, 1m93, 99 kg, je vous fais pas de ça. C'est pas vraiment des mensurations de receveur. Même il y en a de plus en plus, évidemment, parce que le niveau athlétique augmente, le niveau technique augmente. Donc on a des mecs qui auraient clairement pu jouer Thailand il y a 15 ans et qui maintenant sont simplement des receveurs. C'est un truc de fou, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Donc là, en gros, sur les ballons contestés, pourquoi? Parce que c'est les big body receivers. C'est-à-dire que quand il y a des balles qu'on appelle 50-50, c'est-à-dire que le coverage est bon, le receveur lance son tracé. Son tracé est bon, mais le DB reste au contact. C'est-à-dire qu'il y a une bonne défense du DB sur le receveur. Et on a des spécialistes à ça. C'est les receveurs qui sont des spécialistes des ballons contestés. Donc 50-50. Et en général, ils prennent la balle au-dessus. George Pickens, très bon exemple, je vous en parlais tout à l'heure à Dallas, il est connu pour ça. En général, vous lancez la balle assez haut et il prend le dessus parce que c'est un freak, c'est tout. Il va sauter, il va snag la balle, on n'en parle plus. Donc, il y a certains types de receveurs. Après, évidemment, George Pickens ne s'arrête pas à ça, il a beaucoup d'autres qualités, mais c'est un type de receveur. On a les petits receveurs rapides, on a ceux qui sont doués dans les tracés, et il y a les 50-50. Donc les contested catch, donc les ballons contestés, comme ils disent ici. Alors, apparemment, ce qui est décevant, c'est son 4,61 sur 40 yards. C'est un des plus lents sur les receveurs, mais encore une fois, s'il est spécialiste des ballons contestés, c'est rarement les plus rapides, même si encore une fois, il y a des frics. Randy Moss, historiquement. Sous les doutes par sa capacité à se démarquer en profondeur. Ces tests d'agilité n'ont pas permis de dissiper ces interrogations. Alors, vous voyez, c'est le genre de truc, parfois ça. Je comprends qu'on se base là-dessus, je comprends que ce soit pris en compte, mais ça me frustre pas. Il a couru en short et en t-shirt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que ce gars-là a ce que les Américains appellent le football speed? Parce qu'il y a des mecs qui vont courir le 40 yards et on va bailler parce qu'ils sont pas très rapides par rapport à leur position. C'est pas incroyable. Mais par contre, quand vous les voyez sur le terrain, vous savez pas les tenir. Et on a des exemples comme ça dans tous les sports. Je pense par exemple, pour ceux qui s'intéressent au foot, les gars qui ont regardé beaucoup Zidane ou même Benzema, t'as pas l'impression qu'ils vont vite ces gars-là. T'as pas l'impression que c'est des mecs. Et puis tu les vois balle au pied et tu vois que les mecs peuvent pas les rattraper. Et tu te dis attends, il s'est passé quelque chose entre les deux. Là, je le vois sprinter à l'entraînement et il est quasi ridicule. Enfin, la moitié de l'équipe le crame. Et là, quand tu le vois balle au pied, il casse des lignes, il n'y a personne qui peut aller les chercher parce que ça va vite. C'est ça que je veux dire, c'est que les mesures standards, les mesures objectives, ça donne un renseignement, mais c'est pas suffisant.
Si ça se trouve, ce gars-là, le Malachi Fields, et croyez-moi, je vais jeter un œil l'année prochaine, ça se trouve, il va être excellent. Parce qu'il va être dans un bon système et il va montrer qu'il a le mental et qu'il va se battre sur les ballons et qu'on va peut-être se rendre compte que, ben, on a vu sur les tapes qu'il avait des mains assez sûres. On va se rendre compte qu'il a une capacité à imposer son physique, c'est-à-dire à se mettre devant son DB pour gagner le truc, ou simplement, il y en a qui de derrière arrivent à gagner. Ça c'est incroyable quand vous voyez le receveur qui est derrière, qui a perdu le deux, mais qui parvient, soit parce qu'il a des gros bras, soit parce qu'il a une meilleure psychomotricité ou une meilleure rapidité, une meilleure explosivité. On attrape la balle et on fait des actions qui peuvent parfois devenir historiques. C'est magnifique ça. Donc je vais regarder Malachi Field. C'est ça que je n'aime pas trop dans le combine. Je suis conscient que les équipes ont besoin d'éléments objectifs pour faire leur choix. Mais de là à dire, ah, il a couru en 4,61, donc il pourrait descendre dans la draft. Moi, j'ai vraiment un peu de mal avec ça. Je serais curieux de voir Malachi Fields l'année prochaine. Déjà, savoir où il va être drafté. Savoir si les équipes vont toutes être influencées par le combine. Et savoir si l'année prochaine, en étant drafté, il arrive quand même à se faire sa place. Je serais très curieux de savoir ça. On va prendre running back, un autre exemple. Donc, Emin Johnson à Nebraska. 4,56, le plus long parmi les running backs. Ah ouais. Ok. Donc lui, il devait être relativement... Il devait être, à mon avis, à voir ce qu'on dit là-bas, il devait peut-être être troisième, quatrième, mais il pourrait descendre à cause de ça, parce que il a pas couru très vite, et il a pas fait des sauts et les développés couchés, encore une fois. Je comprends, hein, pour un running back, on veut qu'il soit rapide, parce que le but, c'est comme d'avoir la balle en main et de courir vite, on est d'accord. Mais est-ce qu'il lit bien les défenses? Est-ce qu'il comprend les systèmes défensifs? Est-ce qu'il sait, par l'instinct et par l'étude du sport, est-ce qu'il est capable de savoir derrière quel joueur de la ligne offensive courir? Est-ce qu'il est capable de suggérer un bloc à son coéquipier au bon endroit? Est-ce qu'il est capable de couper les lignes? Ce sont des choses qu'on ne peut pas réellement évaluer au combine, à mon sens. Est-ce que les tapes racontent ça? Je n'en sais rien. Je n'ai pas vu la tape d'Emmett Johnson, je ne vais pas me la raconter non plus, ce serait absolument ridicule. Mais je suis curieux de voir tout ça. C'est vrai que ça me plaît, moi. Vous voyez, je suis super content, je suis super hypé quand je vois les mecs qui vont monter. J'ai toujours du mal avec les mecs qui vont descendre. Et honnêtement, dans certains cas, je suis pas très très fan non plus qu'un mec monte parce que ça a été un fric. Et attention, je préfère toujours la tape. Je vais pas revenir là-dessus, je l'ai dit plusieurs fois, on va se regarder un petit dernier. Lee Hunter, donc defensive tackle. Donc ça, c'est la ligne défensive, c'est ceux qui veulent globalement aller rosser le quarterback et empêcher le running back d'avancer. 5-18 sur 40 yards, 21, ça, oui. Ok. Oui, ça c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. LT Overton, Edge, Alabama. Ancien prospect 5 étoiles. Prospect 5 étoiles, c'est-à-dire que quand il était euh, à l'école secondaire en réto, comme on dirait en bon belge, ou à la fin du lycée pour les Français, il était 5 étoiles. C'est-à-dire que pour aller. L'UNIF, évidemment, fait pareil que la NFL. L'UNIF va avoir les collèges, ils veulent avoir les meilleurs joueurs. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les high school, comme les Américains disent, mais nous, on va dire nos lycées, nos écoles secondaires, et ils vont voir les joueurs. Parce qu'ils vont peut-être proposer une bourse et ils veulent aussi avoir les meilleurs joueurs, les meilleurs prospects. Et c'est tout un business, c'est assez incroyable. On a des délégations entières qui se déplacent dans des quartiers pour aller voir des joueurs et leurs parents. C'est vraiment tout un cirque à voir, c'est assez incroyable. Lui, il était 5 étoiles. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il est sorti, quand il avait globalement 17-18 ans, il était considéré comme un 5 étoiles. 5 stars, c'est ce qu'on peut faire de mieux. En prospect à ce niveau-là, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc on s'attendait, l'université qui a le 5 étoiles et se dit ouh, on a mis la pioche sur quelque chose, on va faire du lourd. Malheureusement, apparemment, il a eu du mal à avoir une bonne production universitaire. Et il a voulu le faire oublier avec le combine. J'ai tendance à vous dire, je reviens là-dessus, hein, mais j'ai tendance à vous dire que même s'il avait couru plus vite et qu'il avait sauté plus haut, ou quoi, je pense qu'il y a quand même des mecs qui seraient passés devant simplement sur les tapes et la production, simplement parce qu'il a un meilleur film sur les années universitaires. C'est tout. Je pense que vraiment que la majeure partie se fait là. Il peut y avoir des changements, mais là, je pense que si malheureusement ça s'est pas bien passé en production universitaire, il doit savoir qu'il pourra pas jouer les premiers rôles, je pense, à moins de... Encore une fois, on peut profiter d'une blessure, on peut profiter d'une indisponibilité, on peut profiter de beaucoup de choses. C'est pas fini pour lui du tout, ça vient de commencer. Mais si on n'a pas eu la production qu'on voulait, il y a un risque que ça aille de mal en pis. Donc, c'est ça le truc. Donc, ce sera à lui, encore une fois, à avoir la tête haute, à espérer drafter dans une bonne équipe et à se faire sa place et à profiter des opportunités qui lui sont données parce que c'est tout à fait possible. C'est pas parce qu'on n'a pas été bon pendant quelques années à l'UNIF qu'on ne peut pas se révéler dans un système avec un coach, avec un quarterback, avec des coéquipiers. Ça arrive chaque année. Honnêtement, les gars, chaque année, on a
des success stories comme ça qui sont incroyables à voir. On va dire, oh tiens, il était pas là, personne ne l'a vu venir, ou alors il a eu une grosse blessure, quelqu'un avait des doutes, et vous voyez qu'il est dans un bon environnement, il est bien dans sa tête, bien dans son corps, et il fait des prestations incroyables. On a ça dans tous les sports, à mon sens. Tous les sports de haut niveau, ça existe. Donc ici, évidemment, on a une petite conclusion. Ah, quel impact sur la draft? Ok, ouais, ils ont une petite conclusion d'Azone, je vais vous la lire vite fait. Donc le combine ne fait pas tout. Merci, mais il influence fortement les décisions. Je ne suis pas certain sur le choix de l'adverbe, mais il influence les décisions. C'est en fait confirmation du potentiel athlétique, comparaison directe entre prospects. Ça, je vous dis, par contre, c'est un truc que les équipes aiment beaucoup regarder. Ajustement des projections de draft. J'aime bien la notion d'ajustement, c'est ça. Ça va pas être un éboulement, un ajustement. Ça va pas être un changement drastique, mais il peut y avoir. Oh, on le voyait 27e, il va peut-être être 19e. Ça, oui, clairement. Il faut y croire, ça arrive chaque année. C'est 200 000 vaccins. J'ai vu qu'il y avait le record de vitesse sur le combine, sauf que les joueurs n'ont jamais couru aussi vite. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça. Ça, pas l'article de Dazone, franchement. Je sais pas qui a rédigé ça sur Dazone, mais c'est du très bon boulot, les gars. C'est un très bel article. Très très bien référencé, très 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 facile à lire. Franchement, c'est du bon boulot. Euh, Pro Days universitaires constituent la prochaine étape apparemment de c'est-à-dire sur des positions concrètes au premier tour. C'est ça. C'est ce que je vous disais. Donc on a évidemment le combine, on aura les Pro Days. Et les Pro Days, pour être honnête, tous les gros prospects y ont droit, mais c'est quand je regarde moi souvent et que je le suis, c'est peut-être moi qui ai des œillères, hein, mais en général c'est vraiment un truc de quarterback. Souvent quand je les vois les Pro Days, vous voulez, c'est les quarterbacks. Alors évidemment, vu que les quarterbacks on les place, ben, ils sont dans la salle d'entraînement où ils se sont entraînés depuis des années. Et ils sont entourés de leur coach, ils sont entourés des staffs, et il y a évidemment plusieurs équipes qui viennent le voir, les équipes qui sont susceptibles de les sélectionner à certains endroits dans la draft. Et ça permet parfois de faire briller les receveurs, parfois les running backs, parfois les tight ends, parce qu'il n'y a pas de protection. Vous avez un gars du coaching staff qui est là avec une balle, il lui jette la balle, pop, pop, on évite, on fait ça. Enfin, vous voyez, on simule un peu l'action. Donc on va prendre un pas, deux pas, one, two step, on lance, ou alors on va prendre un peu de recul et on va vouloir lancer très loin. Et c'est là, c'est un peu le moment show-off, c'est un peu le moment de montrer, hey, la deep ball, je la maîtrise parfaitement. J'aime bien le slant route, j'aime bien le go route, j'aime bien. Et ça permet aussi au receveur de se mettre là. Parce que si le receveur court bien et catch bien les balles de son. C'est ça qui est chouette en plus, ça permet de voir la communion des joueurs qui ont joué ensemble. Parce que forcément, les Pro Days, c'est dans les universitaires. Pro Days universitaires, ils le mettent bien sur Dazone. Très bon article, une dernière fois, je le répète. C'est du bon boulot et ça m'a bien servi. Franchement, c'était vraiment chouette.